Réflexion citoyenne 2. Vers une constitution démocratique. 1. La donnée économique. Dans son évolution irrégulière et nécessairement empirique au fil des découvertes scientifiques, de leurs applications techniques et plus encore de l'évolution des mœurs, des mentalités et des comportements quotidiens qui en découlent, la réalité microéconomique et microsociale fait et défait l'histoire en permanence par le biais de décisions et de motivations souvent individuelles qui peuvent aboutir, comme on a pu le constater, à de graves aberrations collectives d'échelon national puis international, et désormais mondial. En stimulant la créativité, malgré sa motivation souvent principalement pécuniaire, la liberté d'entreprendre a pourtant construit notre confort matériel, en produisant tous les biens et services appréciables dans la vie quotidienne, non sans gaspiller énergie, ressources et humanité pour nombre de marchés et métiers de plus en plus futiles, ou symptomatiquement palliatifs, au fur et à mesure que les besoins les plus essentiels se sont trouvés satisfaits pour une population donnée. Or, force est de constater que le gâteau toujours plus volumineux de la croissance n'entraîne plus dans sa foulée le progrès social et humain que l'on pourrait logiquement en espérer, particulièrement depuis que l'ère de la surdomination financière a succédé à celle du commerce et de l'industrie. Ainsi, le grand jeu du marché et de la libre concurrence, qui en formait la règle de base, a désormais abouti à la toute-puissance monopolistique des multinationales et de leurs réseaux bancaires, dont le terrain de jeu est définitivement devenu mondial et dont l'unique motivation finale est celle du surprofit privé. Cette réalité économique, de fait incontournable en elle-même, doit être appréhendée avec objectivité, car, après tout, la réussite de ces gigantesques entités est fondée sur un succès commercial vis-à-vis des consommateurs que nous sommes tous, via un degré d'efficacité et de rationalisation jamais atteint jusqu'à ce jour, procurant de nombreuses innovations plébiscitées au point de devenir indispensables, sinon même vitales. Il n'en reste pas moins que la surexploitation de la valeur travail des cadres, employés et autres ouvriers, ainsi que la compression des personnels d'entreprise, sont devenus l'alpha et l'oméga de la gestion financière de quelques géants intercontinentaux qui dictent désormais leurs 4 volontés aux PME comme aux gouvernements nationaux et détruisent l'emploi local, non sans s'exonérer de fait de l'essentiel des impôts et contributions applicables aux sociétés commerciales, tandis que leurs actionnaires propriétaires optimisent et spéculent sans limite dans une sphère boursière déconnectée de toute réalité. Plus récemment encore, l'avènement de l'intelligence artificielle et de la robotique, appelés à s'infiltrer dans tous les domaines de notre vie pratique et sociale, risque très logiquement de supprimer nombre d'emplois non ou peu qualifiés, aggravant d'autant le fléau du chômage et laissant entrevoir une société mondiale de type néo-médiéval, dans laquelle une infime et richissime minorité de surhommes, se rêvant immortelle, dominera ou supprimera à volonté une masse toujours plus appauvrie de sous-citoyens, devenus dès lors inutiles. Si l'échec patent des économies socialistes ou communistes du siècle dernier ne propose certes plus d'alternatives crédibles radicalement opposées, les deux questions du progrès social et de l'équilibre politique restent toutefois entières, tant il est vrai que tout individu, même pauvre et affaibli, peut avoir assez de force pour agresser et oxyre une personne fortunée, comme Thomas Hobbes le formulait déjà en d'autres temps. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'une foule haineuse, au dire du président Macron, les autorités politiques ou économiques se trouvent aussitôt dépassées par la situation d'une grève générale façon 1968 ou de manifestations à répétition façon gilet jaune de 2018 à 2019. À ce stade des réflexions, on peut résumer les choses en disant que la réalité économique et sociale, en permanente mutation, suscite de nouveaux pouvoirs individuels qui ont naturellement tendance à se regrouper en castes ou classes sociales fermées, dont le cœur financier finit par s'approprier d'une façon ou d'une autre le pouvoir politique en le manipulant ou en le corrompant, voire en le remplaçant. Par ailleurs, le pouvoir politique lui-même est basé sur la force et la domination, et n'a encore jamais procédé de la seule volonté majoritaire du peuple, à tout le moins sans déformation de sa représentation. Toutes les civilisations d'envergure, passées ou présentes, sont le fruit de luttes hasardeuses entre de nombreuses ambitions individuelles ou collectives,
savamment alimentés par le carburant d'une religion ou autrefois communautaire, tribale ou nationale, de nature plus ou moins idéologique, mais toujours en cohérence minimale et nécessaire avec la caste dominante en termes de richesse économique et de pouvoir social, ainsi qu'avec l'acceptation tacite d'une majorité de sujets ou de citoyens qui y trouvent leur compte en matière de paix et de sécurité toute relative. Lorsqu'il n'y a plus correspondance ni cohérence entre les éléments de ce contrat social objectif, dont la trop subtile alchimie est rendue instable par l'évolution permanente, les blocages et déviances corrompent la raison d'être des pouvoirs en place, qui se trouvent tôt ou tard condamnés par la pression explosive de l'atmosphère économique, sociale et culturelle, comme ce fut le cas pour les Français en 1789. Il est triste de constater que, faute de connaître une évolution en douceur, l'histoire humaine ne progresse sensiblement qu'à travers les hoquets de guerre ou de révolution, dont les conséquences s'avèrent toujours plus dramatiques, quand on sait qu'au fond, l'immense majorité des peuples concernés ne rassemble que des femmes et des hommes foncièrement paisibles et sans autre ambition que de savourer la vie en famille comme entre amis, à l'instar de la simple humanité des soldats dépeints à partir de faits réels dans le film Joyeux Noël de Christian Carion. Pourtant, à bien y réfléchir, il n'est pas si surprenant que cette fatalité se soit imposée jusqu'à présent, dans la mesure où, précisément, le pouvoir ne procède que de haut en bas, par le seul jeu de la violence qu'induit l'ambition des plus forts. Et ce, même lorsqu'une apparence de démocratie donne au peuple français l'impression trompeuse de choisir un nouveau roi tous les 5 ans. Or, c'est bien cette loi du plus fort de l'état de nature si chère à Thomas Hobbes qui se trouve aujourd'hui remise en cause par les abus mêmes auxquels elle aboutit désormais via la mondialisation financière et ses conséquences néfastes sur l'équilibre des peuples et des nations, précisément parce que l'obsession des superpuissances économiques et bancaires est d'effacer littéralement toute contrainte nationale, toute frontière et toute entrave réglementaire à leurs ambitions démesurées. D'où le démantèlement et la déliquescence programmée de tout ce qui constitue une vie sociale équilibrée dans une cohérence communautaire, de la cellule familiale jusqu'à la notion même de nation, pour atomiser plus que jamais la société en individus déboussolés, transformés en d'anonymes concurrents apeurés ou frustrés, et toujours plus facilement exploitables en tant que travailleurs consommateurs, avec en prime la déprime culpabilisante d'une équation écologique devenue en apparence insoluble. En ayant non seulement laissé cette réalité s'imposer depuis la fin des années 70, mais plus encore pavé le chemin européen dans l'intérêt des lobbies économiques et financiers, le pouvoir politique français trahit une collusion et une complicité éminemment fautive vis-à-vis de la majorité du peuple concerné, démontrant par là même que la Ve République est une fausse démocratie à remplacer de toute urgence. Preuve en est, s'il fallait, la non-représentativité sociologique et idéologique constante de l'Assemblée nationale et du Sénat, capable de voter sur demande l'exact opposé du choix exprimé par la majorité des électeurs peu après le référendum sur la Constitution européenne, ou, plus typiquement encore, la fragilité de la légitimité présidentielle telle qu'exprimée en pourcentage obtenu au premier tour de chaque élection par le candidat dit vainqueur. La concentration de pouvoir personnel qu'autorise l'actuelle Constitution, hélas peu ou prou assez proche d'une dictature à mandat renouvelable, suppose en son sommet un esprit probe et éclairé, motivé avant tout par l'intérêt général, comme le fut à bien des égards le fondateur de la Ve République. Malheureusement, tous ses successeurs, via un préjudiciable et ambigu mélange de naïveté, d'incompétence et d'intérêt personnel également répréhensible, ont fait dériver l'esprit originel de l'actuelle Constitution à force de vils calculs politiques et d'opportunisme, au point d'en dévoyer le principe jusqu'au travers de la cohabitation, tandis que les intérêts économiques, profitant de la porosité de plus en plus floue entre les sphères publiques et privées, ont bel et bien fini par s'installer à l'Élysée. Il en résulte de nos jours une défiance quasi unanime envers la classe politique et les élus, de quelque bord qu'ils soient, et la remise en cause assez logique de la règle du jeu républicain, via le remplacement indispensable de la Constitution qui a autorisé une telle dérive. L'excuse très souvent servie par les pouvoirs politiques en place consiste à dire que la mondialisation, telle qu'elle se présente,
est une évolution naturelle et spontanée, une nécessité logique dans l'histoire du monde, un bienfait à long terme dont il faudrait supporter stoïquement les sacrifices à court terme, en précisant que la régression sociale de l'exception française n'est en fait qu'une charitable contrepartie face au développement des pays pauvres du low cost et que toutes les mesures de justice sociale et de moralité financière réclamées par la population ne sauraient être mises en place qu'au niveau international, européen ou mondial. Cette façon de botter en touche et de sous-entendre que toute velléité de maîtriser notre destin à l'échelon régional ou national serait économiquement suicidaire et moralement digne des pires souvenirs du régime de Vichy, ne fait que cacher sous un voile d'impuissance le choix délibéré d'un laisser-faire gravement coupable. En tout état de cause, cela révèle la contradiction insoutenable qui assujettit le pouvoir politique au pouvoir économique, et ce, depuis la chute des frontières commerciales et financières, hélas sans que l'Europe, politiquement très en retard, et sans doute tout exprès, puisse prendre le moindre relais pour éventuellement limiter les dégâts de cette nouvelle criminalité économique et bancaire. La triste réalité pour le moment imposée est donc celle d'une mondialisation économique exclusivement construite sur la rentabilité financière maximale, sans aucune contrepartie ni aucun contre-pouvoir politique digne de ce nom, c'est-à-dire démocratique. 2. Domination et responsabilité. La longue histoire de notre humanité, tout comme l'évolution extraordinaire qui en a découlé jusqu'à nos jours, doivent beaucoup à l'action d'individualités remarquables, capables, d'une façon ou d'une autre, de mobiliser leurs suiveurs pour le meilleur et pour le pire, au gré de leur motivation altruiste ou égoïste. Ces personnages, au caractère toujours bien trempé et très souvent insupportable pour leur entourage, guident leurs contemporains à travers de vastes entreprises, depuis les royaumes et empires du passé lointain, basés sur la puissance militaire, la richesse agricole et l'onction divine qui rend respectable, jusqu'aux dirigeants des banques et multinationales d'aujourd'hui, en passant par les artisans, commerçants et autres industriels des siècles précédents jusqu'à nos jours. Il est ici très intéressant d'observer que si, au cœur de la relation socio-économique, la responsabilité de fait incombe au dominant, la façon dont ce dernier se soucie du dominé a considérablement varié au fil du temps en fonction des civilisations et donc de l'évolution des mentalités. Chez les anciens Grecs et Romains, par exemple, le maître possédait carrément son esclave, à la façon d'un bien, d'un animal ou d'une machine avant l'heure, avec le choix d'être stupide au point de le surexploiter jusqu'à la mort ou d'avoir l'intelligence, sinon l'humanité, de bien le traiter pour mieux entretenir sa force de travail et gagner en prime sa confiance et son zélé dévouement. Plus tard, au Moyen Âge, le seigneur local pouvait en faire autant vis-à-vis des serfs et vilains de son fief, tandis que le maître artisan logeait et nourrissait ses compagnons et apprentis dans une relation de travail transformée en un véritable mode de vie professionnel partagé, prenant ainsi en charge l'éducation et la formation de ceux dont il avait besoin, en suivant des règles souvent librement choisies par sa corporation. Puis l'ère industrielle révéla, malgré bon nombre d'atrocités quotidiennes, de très belles exceptions d'employeurs paternalistes qui trouvaient non seulement normal, mais plus encore profitable de construire villages, écoles, églises, commerces et hospices pour tous les ouvriers et leurs familles, fidélisant ainsi des générations de travailleurs dont les revenus modestes étaient compensés par nombre de prestations matérielles et sociales complémentaires dans un esprit de vie communautaire, certes principalement concurrentiel, mais aussi partiellement solidaire. Force est de constater toutefois que ces exemples d'employeurs socialement très responsables, capables de maintenir d'eux-mêmes une justice relativement équitable dans le rapport de production, n'ont pas été majoritaires à plus long terme, puisque la détérioration des relations socio-économiques, dictée par une libre concurrence qui profite toujours aux pires exploiteurs, a finalement obligé chaque État, après maintes grèves et autres révoltes violemment réprimées, à intervenir directement par la réglementation et la redistribution d'un minimum vital via les impôts et les cotisations sociales, permettant aux dites entreprises de se concentrer uniquement sur leurs objectifs de surprofit et d'expansion. De nos jours, si certains secteurs précis d'activité souffrant de la rareté d'un personnel hautement qualifié font des efforts pour attirer et fidéliser leurs employés en agrémentant leur cadre de travail
et en facilitant leur vie quotidienne, la règle générale est plutôt celle d'une déshumanisation des conditions de travail et d'une surexploitation du salarié en termes de rythme à suivre, de volume de tâches à accomplir et de résultats à assurer, le tout encouragé par l'anonymat qu'induit la taille croissante d'unités de production géantes et plus encore l'éloignement, tant organisationnel que géographique, de chaque direction générale vis-à-vis de ses innombrables employés. Depuis que toute l'économie mondiale est pilotée par la finance internationale via les banques, les principales places boursières et les groupes multinationaux en situation quasi monopolistique, les règles de gestion et les rapports commerciaux qui s'imposent sont dictés par la rentabilité maximale immédiate et le court-termisme ambiant, doublé de son corollaire de compression systématique des coûts, a abouti au double gaspillage humain et écologique de la mondialisation dans sa forme actuelle, sur fond de crise et de violence permanente. Il ne s'agit sans doute pas d'un complot délibérément décidé en petit comité, même si connivence et entente illicite sont toujours de mise dès lors qu'un marché se trouve surdominé par une poignée de concurrents, car cette situation n'est en réalité que l'aboutissement logique de la contradiction inhérente au capitalisme et au libéralisme absolu, ceci conduisant inéluctablement à la dictature économique actuelle, pour le plus grand désarroi des sociétés humaines, toutes échelles confondues. Dans un tel contexte, il est pathétique de voir les décideurs ou cadres supérieurs et autres managers accomplir des retraites méditatives et participer à maintes stages ou conférences d'humanisation entre deux séjours touristiques ponctués de repas gastronomiques offerts par leurs opulentes sociétés anonymes, voire pour écouter des invités de marque labellisés par leurs actions humanitaires exemplaires. Sinon, leur cursus universitaire ou religieux exceptionnel, car les disproportions atteintes par le jeu débridé qui s'emballe sous nos yeux ne sont plus du ressort des bonnes intentions ou des bonnes consciences individuelles. Il paraît en effet, pour le moins illusoire, de prétendre changer les mentalités par le haut, en demandant aux rapaces de scier eux-mêmes la branche sur laquelle ils trônent, dans la mesure où le syndrome du self-made man américain montre plutôt que l'intéressé, grisé par l'excès de puissance qui agit comme une drogue dure, attend le plus souvent le dernier moment pour enfin partager sa fortune contre l'éternité de son nom, seulement faute de pouvoir tout emporter dans l'au-delà. Lorsque le multimilliardaire s'y prend plus tôt, c'est hélas pour faire reluire sa notoriété de quelque éclat intellectuel ou charitable tout en réduisant d'autant ses impôts, avec la troublante ambiguïté que l'énorme publicité de ses bonnes actions implique. Les entreprises commerciales n'en font-elles pas autant pour dissocier leur image d'une réalité trop féroce par un savant dosage de sponsoring, de greenwashing ou de soutien au fair trade ou commerce équitable? De même, est-il tout aussi vain pour le pouvoir politique de prier les grands patrons de s'autoréguler et d'investir localement, ne serait-ce que pour créer quelques emplois, en leur faisant d'avance cadeau de dizaines de milliards puisés sur le reste des contribuables. La timidité récente d'un Sarkozy, d'un Hollande ou d'un Macron, sitôt qu'il s'agit de demander aux puissants de faire un effort pour laisser tomber plus de miettes de leur festin spéculatif, ne fait que cacher la complicité ou le manque de courage patent des présidents qui se succèdent. Face à cette mondialisation pour le moins sauvage et égoïste, tout le monde s'accorde à dire qu'il faudrait mettre en place un contre-pouvoir politique afin de freiner autant que possible les excès totalement irrationnels d'un mécanisme mondial en apparence incontrôlable, ne serait-ce que pour éviter les catastrophes écologiques et humaines qui se profilent déjà à l'horizon des toutes prochaines générations. À cet effet, faute d'avoir le courage de maîtriser le marché et réguler un minimum à l'échelon national via la loi républicaine, les gouvernements successifs nous ont vendu le rêve européen, sous le beau prétexte de réconcilier les nations et éviter le retour des conflits du XXe siècle, tout en se livrant corps et âme à la logique ultralibérale du marché mondial, dont la guerre économique et sociale quotidienne se nourrit de concurrence déloyale entre pays trop différents, pour le seul avantage du grand capital. Puisqu'il semble pour le moins illusoire de penser que des pays européens aussi divers dans leurs priorités économiques, leur niveau de développement et leur mentalité puissent se fondre en un seul État fédéral cohérent avant très longtemps, la question de notre Constitution nationale s'avère plus que jamais pertinente,
et la meilleure façon d'en redéfinir les principes et les modalités consiste à partir désormais de la base citoyenne, seule source absolue de légitimité incontestable, pour que la démocratie soit enfin le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Car le niveau de délinquance atteint par les milieux économiques et financiers est tel que, si un nouveau Charles de Gaulle revenait au pouvoir avec le courage d'assujettir enfin l'économique aux politiques, il serait promptement supprimé à la façon d'un J.F. Kennedy ou d'un Martin Luther King. D'où l'intérêt de concevoir désormais un autre système politique décentralisé et enfin démocratique, dans lequel la décision majoritaire et la gestion collégiale des priorités remplaceront avantageusement le pouvoir tout à la fois abusif et si fragile d'un seul personnage, soit autocratique, soit trop facilement influençable. Un immense progrès doit donc désormais être accompli, sans aucun précédent dans l'histoire de l'humanité, grâce auquel les peuples pourront en grande partie s'autogérer sans dépendre de la volonté d'un seul décideur présidentiel, ni des intérêts systématiquement égoïstes d'une minorité politique, économique, financière ou même religieuse, condition indispensable pour satisfaire une majorité citoyenne jusqu'à présent privée de la réalité de son pouvoir légitime de principe. Ayant déjà vu à quel point la règle du jeu démocratique est faussée tout exprès pour correspondre en tout point à l'injustice économique et sociale qui lui sert de base, il ne fait guère de doute qu'en inversant la vapeur au profit des citoyens, les priorités législatives et budgétaires ne seront plus du tout les mêmes, tandis que l'équilibre que suppose une régulation politique minimale pourra être d'autant plus facilement préservé qu'il ne dépendra plus d'un seul citoyen, mais de millions de volontés agrégées. 3. Une démocratie intégralement proportionnelle. Il est ici très embarrassant de parler de démocratie sans ajouter la première précision de proportionnelle, puisque depuis trop longtemps gouvernements et médias, via l'éducation et la culture, nous persuadent faussement que nous vivons déjà en démocratie, sans ajouter aucune précision pourtant nécessaire du genre représentative, ou à minima relative. Or, telle est bien la situation, hélas, comme le montre l'état de délabrement actuel de la Ve République, dont tout le monde reconnaît désormais les limites, même s'il faut aussi admettre tous ses mérites historiques de relative stabilité politique depuis 1958. Les systèmes communément appelés démocratiques, par représentation parlementaire pour être plus précis, ont constitué un formidable progrès historique par rapport aux régimes autocratiques et totalitaires, dont trop d'exemples perdurent à travers le monde. Il n'en reste pas moins que cette évolution s'avère aujourd'hui dangereusement insuffisante, sans doute parce que la maturité politique et sociale des vieux peuples européens suppose de franchir une nouvelle étape, autorisant précisément l'accès à un degré supérieur, si ce n'est intégral, de démocratie. L'autre raison essentielle tient au fait que tous les élus décideurs finissent par former une caste sociopolitique non seulement déconnectée du peuple qu'elle est censée représenter, mais aussi scandaleusement influençable et corruptible par les lobbies qui dominent les sphères socio-économiques et culturelles. Étant basés sur et biaisés par l'élection façon carte blanche de députés candidats présélectionnés par des partis inégaux, sans véritable équité médiatique via un double scrutin et un système d'attribution de sièges capable de donner une écrasante majorité de parlementaires au premier parti le moins minoritaire, la démocratie dite représentative porte décidément trop mal son nom, puisqu'elle ne reflète aucunement les électeurs dans la proportion réelle de leurs très diverses opinions. Le premier principe, le plus fondamental sans doute de la démocratie, tout court, devrait donc être celui de la proportionnalité aussi intégrale qu'il se peut de sa représentation. Si les citoyens souhaitent s'impliquer désormais beaucoup plus dans la politique, ce qui est un excellent signe, il ne faut pas pour autant rêver d'une démocratie directe par laquelle toute la population débattrait sur l'ensemble des étapes nécessaires pour prendre la moindre décision, sauf peut-être à l'échelon très limité d'un quartier ou d'un petit village. Le fait est que réunir une population donnée en un même lieu et trouver le temps de débattre, puis décider de tout de façon exclusivement directe, n'est aucunement réaliste. Même en imaginant la solution d'un site en ligne façon visioconférence, les contraintes pratiques alors imposées supposeraient une population anormalement motivée de retraités ayant tout leur temps libre pour débattre aussi longtemps que nécessaire,
et la cacophonie qui risquerait d'en résulter serait trop proche de l'anarchie pour garantir la paix sociale et l'efficacité, ce qui fonde habituellement le principe de la représentativité. Les citoyens ayant à faire face à bien d'autres tâches urgentes au quotidien doivent normalement pouvoir compter sur une représentation locale, régionale et nationale digne de leur réelle diversité d'opinions, ce qui suppose en même temps le respect de la proportionnalité intégrale comme seule procédure d'élection authentiquement démocratique, sans pour autant fragiliser en quoi que ce soit le système politique à la façon de la 4e République, dans la mesure où la décision finale doit revenir à l'ensemble du peuple, via une forme ou une autre d'approbation ou de désapprobation référendaire. Cela signifie simplement que, selon la définition même de la démocratie déjà mentionnée, le peuple doit être la seule garantie légitime du pouvoir politique législatif par l'intermédiaire d'élections strictement proportionnelles, mais qu'il doit aussi pouvoir participer à la proposition de nouvelles lois via certaines modalités de pétition ou par le biais d'un site officiel de proposition citoyenne, et surtout constituer la seule autorité de validation finale de ladite loi par l'unique voie de référendums périodiques, nationaux ou échantillonnés. Moyennant ces garanties minimales, il ne fait aucun doute que toutes les lois proposées et votées correspondront aux attentes de la majorité des citoyens, ce qui est très loin d'être le cas jusqu'à présent, tandis que la sécurité de l'approbation référendaire garantira in fine la rectification imparable de la moindre déviance parlementaire ou politique éventuelle, en termes de respect de la majorité effective des citoyens. De même, la proportionnalité intégrale est seule apte à garantir l'efficience, c'est-à-dire le bon ordonnancement des priorités légales et budgétaires en fonction des besoins réels du peuple, au fil des débats permanents qu'autorise la liberté, même encore relative, de la presse et l'évolution des mentalités, sans que jamais la majorité des citoyens ne se trouve lésée dans sa prérogative démocratique inaliénable. Cela ne privera en aucune façon les minorités du droit de s'exprimer, avec au contraire l'avantage de pouvoir suggérer de nouvelles lois, par exemple sociétales ou éthiques, via le même droit de pétition et le site officiel de proposition citoyenne, procurant ainsi l'occasion de faire évoluer les mentalités majoritaires par la pédagogie, l'information et le dialogue. Pour être plus concret, la proportionnalité intégrale signifie, par exemple à l'échelon communal, que chaque liste proposant une équipe municipale complète se verra attribuer un nombre de sièges au prorata réel de son résultat électoral en suffrages exprimés, arrondi au siège près, naturellement, et en fonction de l'ordre des candidats de sa liste. Si l'on imagine 5 ou 6 listes aptes à obtenir un siège au minimum, chacune obtiendra effectivement le nombre de sièges correspondant à la réalité de son véritable électorat, sans que la liste arrivée en premier ne rafle nécessairement la majorité absolue des sièges pour ses seuls élus. Cette confiscation impossible du pouvoir, enfin garantie par la Constitution, obligera donc tous les élus à travailler ensemble dans le respect de leur diversité, et pour le bien commun, y compris dès lors en répartissant les responsabilités effectives de manière à satisfaire la majorité réelle des élus, et donc des électeurs. Cette obligation, ainsi que la tolérance et la tempérance qu'elle requiert, devront être stipulées et signées au sein du contrat citoyen de la moindre candidature préalable à l'élection, quitte à prévoir des sanctions possibles en cas de non-respect. Une telle prise de responsabilité devant tous les électeurs devrait attirer comme candidats, et à terme comme cadres et leaders des partis politiques, des personnes fort différentes de la caste, pour ne pas dire de la quasi-mafia, politique actuelle, en stimulant l'implication directe d'esprits honnêtes réellement soucieux du bien commun, et en décourageant d'autant les ambitions individuelles qui se nourrissent si égoïstement de réseaux opaques et d'intérêts financièrement plus que douteux. Une procédure électorale aussi honnête et transparente aurait de plus les meilleures chances de supprimer les privilèges abusifs et anormaux jusqu'à présent associés à la représentation politique ou à la haute responsabilité administrative, puisque tous les statuts correspondants seront définis en accord avec la majorité citoyenne, et non plus auto-attribués en catimini. De fait, il n'est pas rare de rencontrer des citoyens suggérant de très bonnes idées pratiques, des femmes ou hommes dont la conscience et la clairvoyance sont foncièrement altruistes, dont l'expérience et les compétences pourraient s'avérer fort précieuses pour le bien commun,
et dont l'humanisme, même quelque peu idéaliste, fait rêver les autres d'un monde enfin plus propre et désintéressé, mais qui se déclarent bien incapables de s'engager concrètement en politique, tant ils sont révulsés par l'image et les contre-exemples des personnages ambitieux et véreux que cette dernière attire trop souvent. C'est bien là une autre conséquence gravissime de l'absence de démocratie véritable, puisque la nature intrinsèquement biaisée de toute élection non proportionnelle procure l'occasion aux pires ambitions personnelles, ainsi qu'aux intérêts privés qui les soutiennent, d'évincer d'office les honnêtes gens les plus équilibrés et désintéressés. Il suffit de réfléchir aux qualités actuellement requises pour accéder à quelques responsabilités locales, régionales ou nationales au sein des partis politiques pour comprendre avec quelle facilité la mauvaise monnaie chasse la bonne, à l'instar de la loi économique largement admise. On retrouve ici les travers inhérents à tout contexte de compétition, mais d'autant plus exacerbés que la règle du jeu est injuste. C'est pourquoi le pouvoir échoit le plus souvent aux plus malins, aux manipulateurs sans scrupules, à l'ego le plus ambitieux, au bonimenteur le plus persuasif qui, sitôt arrivé au sommet de son ambition nationale, s'empresse de décevoir jusqu'à ses propres électeurs par honteuse lâcheté, reniement ou incapacité de gouvernance. Car aussi longtemps que la Constitution sera inéquitable, les qualités stratégiquement utiles pour atteindre le sommet seront l'exact opposé des compétences et du comportement requis pour bien gouverner, c'est-à-dire dans le respect de l'intérêt majoritaire du peuple. C'est donc bien en améliorant la règle du jeu démocratique par la proportionnalité intégrale que l'on devrait pouvoir, à terme, changer la classe politique dans son ensemble, à condition de mettre au point le fonctionnement constitutionnel approprié. Ainsi, avec un minimum de précaution pour empêcher les dérives de la Quatrième République, les actuels gestionnaires français d'une Europe ultralibérale et leurs politiciens affairistes se verront à terme remplacés, sans le moindre regret, par des candidats toujours plus respectueux du bien commun. En lieu et place des personnages politiques préfabriqués par la grâce de médias privés trop souvent superficiels, les nouveaux responsables devraient être élus pour leurs seules compétences et sur la base de succès probants attestés par leur carrière et leurs apports spécifiques, dans la perspective désormais facilement contrôlable d'appliquer les décisions citoyennes au nom de la majorité du peuple, tandis que tous les rouages du système pourront fonctionner avec un maximum de transparence sous le contrôle direct et permanent des citoyens. Le temps sera dès lors venu pour les élus de travailler effectivement dans l'intérêt majoritaire, à défaut de quoi leurs propres lois ne seront pas validées par le peuple souverain. La démocratie véritable, ce n'est pas forcer l'électeur à faire un choix impossible au second tour d'une élection pour perdre son pouvoir légitime au profit d'une infime minorité, car c'est au contraire aux élus, proportionnellement mandatés et rendus individuellement responsables de leurs engagements, qu'il revient de débattre, de décider, de négocier et finalement de gouverner ensemble selon une procédure strictement encadrée par la Constitution, avec, au bout du processus, l'assentiment indispensable des citoyens. Selon les décisions à prendre ou les textes réglementaires à concevoir, la majorité des représentants pourra même varier, l'essentiel étant de finaliser dans les temps requis une décision qui constituera un compromis négocié, enfin apte à satisfaire la majorité des Français. Lorsqu'en pleine crise économique et sociale, le président F.D. Roosevelt devait prendre une décision délicate et constatait que ses conseillers se disputaient des options radicalement incompatibles, il allait parfois jusqu'à les enfermer dans un bureau aussi longtemps qu'un compromis n'était pas trouvé. Voilà sans doute le vrai rôle du nouveau personnel politique à élire désormais, avec à la clé la tâche passionnante consistant à équilibrer toute décision en compromis par un minimum d'écoute et d'ouverture, tant il est vrai qu'en toute matière, un temps soit peu sérieuse, les opinions qui paraissent contraires peuvent aussi bien s'avérer complémentaires. Ce qui les caricature et les exacerbe au point de les rendre extrêmes et inconciliables, c'est avant tout l'atmosphère de compétition et de concurrence qu'encourage un système biaisé au point de laisser une minorité usurper légalement le pouvoir. Au contraire de tout cela, dédramatisé et comme désamorcé par l'absence de pouvoir sur la décision finale qui reviendra désormais à la majorité populaire, mais aussi techniquement et strictement encadré par la nouvelle Constitution,
La responsabilité assumée par les nouveaux élus d'un avenir devenu démocratique remplacera les luttes vindicatives par une coopération indispensable respectueuse de chaque point de vue. Seul comportement constructif et honnête que les électeurs attendent de leurs élus. Et tant mieux si cette mutation historique s'accompagne d'un nouveau personnel enfin représentatif et prive les citoyens du spectacle affligeant des faux débats politiciens. Cette nouvelle et authentique façon de faire de la politique s'avérera d'autant plus réalisable qu'il sera impossible d'échapper à l'arbitrage des citoyens en dernier ressort. Les partis politiques, quant à eux, dont l'existence et la libre expression sont les conditions mêmes de toute démocratie, gagneront à être encadrés à la fois de plus près et plus équitablement par la Constitution, afin de permettre aux citoyens de comparer plus facilement des propositions et des priorités affichées sous un identique format de présentation, pour éviter la langue de bois si mensongère qui caractérise la plupart des campagnes électorales. Si la Constitution peut simplement définir l'engagement politique comme le souhait de participer à l'amélioration de la vie commune des citoyens pour garantir un mieux vivre ensemble, il n'est pas interdit de prévoir une présentation plus concrète, plus contraignante et plus engageante des programmes législatifs offerts par les partis politiques, sur la base officielle d'une mise en balance révélatrice avec les futures propositions citoyennes. Cela équivaudrait au confort de présentation et surtout de comparaison qu'offrent déjà certains sites et autres magazines de consommateurs, en permettant d'observer des produits concurrents selon un panel de critères essentiels aussi exhaustifs que possible. 4. La proposition citoyenne. Le besoin d'action ou de changement politique n'existe que par la nécessité ressentie de faire évoluer le développement collectif de la communauté locale, régionale ou nationale, via les trois possibilités que sont la création d'une loi ou réglementation nouvelle, la modification d'une loi ou réglementation existante, voire la suppression d'une loi ou réglementation jugée désormais inutile ou dépassée, sachant que les mêmes options sont transposables à tout projet collectif concret souhaité par le déposant de la proposition citoyenne, allant de l'installation d'un simple monument commémoratif par une municipalité à la création d'un hôpital, d'un barrage ou d'un aéroport par la région ou le gouvernement. Bien que très partiellement authentique, l'actuel grand débat national proposé, sous la contrainte, et animé en solo par Emmanuel Macron en tentative de réponse à la crise des Gilets jaunes, révèle malgré tout la soif d'expression de nombreux concitoyens en matière de politique et d'amélioration de notre législation, et plus encore les toutes nouvelles possibilités offertes par les précieuses innovations de l'ère numérique, via l'établissement de sites propices à la mise en commun et à la libre consultation de potentielles propositions citoyennes, le seul revers de la médaille résultant par ailleurs de la prolifération d'excès en tout genre sur les réseaux sociaux. Il n'est aucun besoin d'être clairvoyant pour comprendre l'utilité désormais incontournable des nouvelles technologies de communication et des immenses possibilités d'échange d'opinions et autres coopérations créatives qu'elles autorisent désormais. L'histoire sociale et sociétale de notre humanité évolue en correspondance permanente avec les progrès techniques que la créativité humaine semble toujours accélérer, comme ce fut particulièrement le cas avec les découvertes de l'écriture, puis de l'imprimerie. À ce titre, il n'est pas surprenant que l'ère numérique dans laquelle nous entrons désormais suscite le besoin d'une démocratie plus participative, en coïncidant avec la maturité d'une conscience politique nouvellement acquise par l'ensemble de la population, n'en déplaise aux élites. Dans ce contexte tout à la fois nouveau et définitivement installé, la Constitution que les Français attendent fébrilement doit non seulement inclure l'outil numérique, mais plus encore procéder de sa nouvelle efficacité, par l'établissement de sites officiels municipaux, régionaux ainsi que d'un site national spécifique, permettant, le cas échéant, la participation constructive de tout Français volontaire, mais aussi de tout club, lobby ou autre parti politique, à l'étape première de la proposition citoyenne, afin de contribuer à faire naître, évoluer ou disparaître telle loi, telle réglementation ou tel projet concret, le cas échéant. Tout en prenant un minimum de précautions nécessaires pour éviter les excès fantaisistes et délictueux qui caractérisent trop souvent les réseaux sociaux, il s'avère déjà possible de concevoir, dès l'échelon municipal, une participation citoyenne permanente et régulière
sur un site approprié pour chaque commune, quitte à garantir plus de sérieux en obligeant les citoyens à se déplacer en mairie ou en sécurisant un circuit de type intranet doublé de traces écrites si nécessaire. Toutes les solutions techniques sont disponibles pour garantir à la fois l'anonymat de chaque participant par rapport aux autres visiteurs du site, non sans permettre l'identification de tel ou tel participant abusif en cas de besoin judiciairement fondé. Ainsi, à longueur d'année, les citoyens individuels ou regroupés en associations ou partis politiques sérieusement motivés par la suggestion officielle d'un progrès réglementaire, législatif ou d'un projet d'intérêt collectif pourront librement déposer leurs souhaits sous la forme de propositions citoyennes concrètes, mais à condition de respecter le cadre commun d'une formulation suffisamment organisée, chaque idée étant potentiellement comparable à un embryon de pétition locale, régionale ou nationale. L'encadrement nécessaire de toutes ces participations pour une totale lisibilité par l'ensemble des citoyens, comme pour une meilleure prise en compte par les autorités, suppose de répertorier les rubriques possibles par rapport au champ d'application de la mesure envisagée ou du projet suggéré. Par exemple, afin de savoir s'il s'agit du domaine social, économique, environnemental, budgétaire, éducatif, culturel et ainsi de suite, quitte à préciser des sous-rubriques plus concrètes pour plus de commodité. Une fois le domaine ou projet concerné ciblé et dûment choisi, chaque Français, groupe ou autre parti politique désireux d'intervenir en proposition citoyenne serait aussitôt convié à préciser son souhait de façon claire et concise, par exemple sur 3 lignes maximum, sur les 3 rubriques complémentaires que sont d'une part la nature de la proposition déposée, puis d'autre part la raison ou justification de cette proposition par l'intéressé ou par les intéressés en cas de dépôt groupé, et enfin le mode de financement souhaité pour atteindre cet objectif, incluant jusqu'à la possibilité de redéfinir les priorités budgétaires. Une fois mise en ligne, chaque proposition pourra être appréciée et librement soutenue ou non par tous ceux qui souhaiteront participer sur le site. Un minimum de contrôle technique doit permettre d'éviter tout abus, en acceptant par exemple qu'un seul avis par identifiant ou adresse mail sur la base minimale de 3 symboles simples exprimant le soutien, l'indifférence ou le refus, sans permettre le moindre commentaire à ce stade de la toute première page d'accès au thème. Plus précisément, les éventuels commentaires de chacun pourront apparaître au travers d'un forum facultatif ou argumentaire, accessible à partir de la présentation minimale et résumée, sans encombrer la lisibilité immédiate de chaque proposition. À tous les niveaux de la démocratie locale ou nationale, les sites officiels de propositions citoyennes constitueront la plus précieuse base de données en temps réel que l'on puisse imaginer, à la façon d'une prise de tension permanente permettant non seulement aux responsables, mais aussi à l'ensemble de leurs concitoyens ainsi qu'aux médias et partis politiques, de prendre le pouls de la population de façon beaucoup plus constructive qu'au seul travers de sondages d'opinion rendus si souvent trompeurs par la contrainte de leur formulation préalable. Cela dit, les instituts de sondage pourront aisément et utilement contre-vérifier les résultats du site officiel le cas échéant, tandis que les médias seront toujours indispensables pour échanger et faire remonter les opinions et jugements critiques, positifs ou négatifs, de l'ensemble des Français sur leur situation, ainsi que pour publier des enquêtes ou documentaires d'actualité souvent édifiants. Il n'en reste pas moins que l'instrument sans précédent de la proposition citoyenne deviendra le premier étage vital de notre fusée démocratique, apte à propulser, parmi le flot intense des suggestions qu'il pourra ainsi canaliser, une myriade d'excellentes idées pratiques dignes du plus grand intérêt pour toute la collectivité. Sans aucune obligation de rejoindre les rangs trop restrictifs d'un parti politique, de nombreux Français pourront alors généreusement partager le fruit de leur expérience personnelle avec le plus grand nombre, en désinfectant d'autant la politique des germes de la discorde partisane, des microbes de l'ambition personnelle, et plus encore des virus de la corruption financière ou du sectarisme idéologique. 5. Le nouveau rôle des partis politiques. Dans cette configuration, on ne peut plus démocratique. Il va de soi que les partis politiques conserveront leur raison d'être, mais à la stricte condition d'évoluer dans l'intérêt des citoyens qu'ils sont censés respecter, ce qui est très loin d'être le cas jusqu'à présent. Leur nouveau rôle
pour ne pas dire la condition sine qua non de leur survie dans le nouveau paysage politique ici envisagé, sera en effet de bâtir, à partir des propositions citoyennes recueillies sur les sites officiels, auxquels ils auront librement accès comme tout un chacun, un ensemble de propositions cohérentes et réalisables sur le plan crucial du budget et de ce qui le constitue, à savoir les impôts, taxes, emprunts et autres contributions. À l'opposé des stratégies politiciennes, de la langue de bois caricaturale et des ambitions personnelles conflictuelles qui forment encore l'affligeant portrait des partis politiques actuels, la métamorphose qualitative qui leur sera imposée les obligera à prendre en compte toutes les requêtes citoyennes et les besoins de la population majoritaire, dans l'ordre des priorités les plus massivement approuvées sur les sites de propositions citoyennes, avec le rôle très utile de trier et de rationaliser ces précieuses données en un programme cohérent et financièrement viable. Une partie de cette tâche fondamentale est déjà censément assurée par les candidats aux responsabilités politiques, mais sans suffisamment de rigueur ni d'encadrement citoyen pour engager véritablement leurs responsabilités, ce qui favorise les vaines promesses et autres mensonges démagogiques. Après tout, se destinant à concevoir, améliorer, supprimer ou a fortiori mettre en application les lois et les projets de la société, les vrais responsables politiques apprécieront de pouvoir enfin s'appuyer sur les sites de propositions citoyennes pour tenir compte d'une préférence majoritaire pleinement légitime, tandis qu'à l'autre extrémité du processus législatif, la décision finale populaire et référendaire, générale ou partielle, sera de toute façon incontournable pour valider chaque nouvelle décision. Ainsi, la souveraineté citoyenne s'exercera non seulement à l'origine même du processus démocratique d'élaboration des lois et projets grâce aux sites de propositions précités, mais également à la conclusion du même processus par le biais du vote citoyen référendaire, tandis qu'un peu à la façon d'un shadow cabinet britannique, chaque parti en lice devra clarifier ses priorités et quantifier les coûts correspondants avec beaucoup plus de rigueur et de prudence qu'aujourd'hui. Enfin, pour prémunir les citoyens de l'éventuelle malhonnêteté de partis politiques sans scrupules qui seraient encore tentés de vendre de fallacieuses promesses au peuple, il est nécessaire que, par obligation constitutionnelle, les partis soient officiellement contraints de respecter l'ordre des priorités les plus majoritairement pétitionnées sur le site de propositions citoyennes de chaque échelon géographique concerné, et que l'élaboration des lois, règlements et projets afférents soit programmée d'office dans le même ordre sur l'agenda des mandats correspondants. Cette utile précaution doit faire partie de ce que l'on pourrait appeler un principe d'obligation programmatique. Une telle sécurité constitue en effet la seule façon de décourager les égos ambitieux si prompts à ne servir que l'intérêt d'une minorité, tout en permettant aux plus honnêtes responsables de remplir une fonction enfin devenue utile et honorable aux yeux de toute la population nationale. 6. Une démocratie intégralement délégative. Le principe de délégation du statut de tout élu est la deuxième condition constitutive d'une démocratie effective. Dans le système parlementaire actuel d'une Ve République à bout de souffle, et du fait même des conditions d'un processus électoral non proportionnel, les députés, qui théoriquement devraient être les représentants du peuple, sont très vite devenus par la force des choses les outils ou les soldats de partis manœuvriers pour lesquels la tactique politicienne a depuis trop longtemps remplacé les débats de fond et d'idées, puisque le chèque en blanc qui leur est attribué leur laisse tout pouvoir de décision finale, y compris lorsque le parti dominant n'est en réalité que minoritaire. Les injustices flagrantes qui en découlent ne font qu'instaurer un climat empoisonné en frustrant légitimement les autres partis principaux et tous les citoyens qu'ils représentent, tandis que les décisions prises peuvent souvent être contraires non seulement à la majorité des électeurs dans leur ensemble, mais aussi aux électeurs du parti rendu artificiellement majoritaire par un mode de scrutin propre à encourager la tromperie. En effet, ce paradoxe est d'autant plus fréquent que la perte du pouvoir citoyen engendrée par ce système non représentatif encourage structurellement le mensonge, des fausses promesses électorales et de la démagogie, puisque le menteur le plus adroit est libre de faire ce qu'il veut une fois élu, pour peu qu'il habille son parjure de prétextes toujours trop faciles à trouver, tels que les soi-disant contraintes européennes, les circonstances conjoncturelles ou la situation léguée par la précédente
majorité. C'est alors que le seul et unique recours citoyen, en cas de grave désaccord, se traduit dans la rue par une violence de plus en plus mal contenue au fur et à mesure que le fossé de la défiance s'agrandit entre les électeurs et les élus. Comment s'étonner dès lors que la classe politique dans son ensemble soit à ce point déconsidérée dans l'opinion publique? Vu de la base citoyenne, tous les participants au spectacle trompeur de cette fausse démocratie ne peuvent qu'être rejetés dans le même sac au fil d'élections toujours plus décevantes dans leurs résultats tronqués. La crise actuelle, du point de vue politique, ne provient donc d'aucune autre cause que de l'absence de démocratie véritable, autrement dit, d'un système intégralement proportionnel et délégatif. Les futurs élus républicains, au sens authentique et complet du terme, seront donc délégués par le peuple souverain pour accomplir 3 étapes essentielles. Promouvoir le principe de toute loi ou de tout projet permettant d'améliorer la qualité de la vie publique en respectant les priorités programmatiques exprimées sur le site officiel de propositions citoyennes, en discuter les modalités pratiques en rédigeant le contenu de chaque loi, puis, finalement, présélectionner le résultat obtenu pour attester qu'une majorité parlementaire s'est vue officiellement atteinte, sachant que ce résultat prévoté devra être soumis au peuple, d'une façon ou d'une autre, avant de prendre effet en tant que loi nouvelle ou projet nouveau. Le pouvoir de décision en lui-même n'est que temporairement délégué et reste au final entre les mains des électeurs, soit, idéalement, par référendum périodique semestriel ou trimestriel, soit, à défaut, via un échantillon suffisamment consistant et statistiquement représentatif des catégories socio-professionnelles, des classes d'âge, ainsi que des statuts d'état civil, et sur la base technique d'un nouveau tirage au sort pour chaque occasion, à la façon d'un jury d'assises, grâce à une méga-convention citoyenne d'envergure nationale irréprochable du point de vue de sa représentativité statistique, et à cet effet répartie sur tout le territoire national. La première étape du principe de la loi fait donc référence à son initiative proprement dite, laquelle provient logiquement des citoyens via le site national de propositions citoyennes, voire par l'intermédiaire de pétitions citoyennes légalement encadrées, tandis que les délégués ou députés, qui se feront précisément élire pour participer activement à l'amélioration de l'arsenal législatif républicain, devront logiquement respecter le principe d'obligation programmatique précité, sachant que l'impossibilité de décider au final attirera forcément un personnel d'élus sensiblement différent des députés actuels. Comme tous les citoyens, les parlementaires ou le gouvernement pourront bien sûr, même une fois élus, se trouver à l'initiative de lois, règlements ou projets, ne serait-ce que pour faire face à leurs nouvelles responsabilités, à des circonstances imprévisibles avant leur prise de mandat, ou à toute évolution conjoncturelle en cours de mandat ou autre négociation internationale. Mais force est de remarquer qu'à l'opposé de la situation actuelle, leurs initiatives ne pourront se finaliser qu'avec l'obligation constitutionnelle d'en tester préalablement la popularité en publiant la teneur sur le site de proposition parlementaire ou le site de proposition gouvernementale pour une consultation populaire d'une durée ajustable en fonction de l'urgence ressentie. Dès lors que, de toute façon, toute décision impliquant les Français ne prendra effet qu'avec leur assentiment majoritaire, il sera dans l'intérêt des parlementaires et du gouvernement de ne pas s'engager prématurément dans une voie incertaine, au détriment de la démocratie. Cette évolution qualitative des représentants sera d'autant plus garantie à terme que la votation citoyenne contrôlera plus facilement les statuts et la rotation permanente du personnel politique, avec toutes les chances d'éviter ainsi les dérives claniques et autres abus de privilèges caractéristiques de la fausse démocratie actuelle. Par le saint principe de délégation, ajouté à celui de proportionnalité déjà précisé, l'élu, toujours indispensable au stade intermédiaire de l'élaboration de la loi, saura dès sa candidature préalable qu'il devra laisser le dernier mot à des électeurs, enfin devenus décideurs de leur destin collectif, dans le respect de la souveraineté majoritaire. Il va de soi que le Sénat, dont l'utilité fait déjà douter nombre de responsables et de commentateurs depuis fort longtemps, n'aura plus sa place dans une démocratie réelle, aussi transparente et directe que possible. De fait, cette placide assemblée avait originellement pour but de contrebalancer les abus éventuels d'un Parlement que l'on supposait trop près du peuple afin d'en tempérer les ardeurs révolutionnaires. Depuis,
Elle peut également servir, à l'occasion, d'opposition, quand une fausse majorité de parlementaires se confond trop avec la politique d'un président tout-puissant. Il est vrai qu'élus différemment, indirectement, et sur une temporalité plus espacée, avec renouvellement par moitié, les sénateurs ont pu jouer un vrai rôle de temporisateur au fil des navettes législatives que leur fonction implique toujours vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Mais la dite fonction n'a déjà plus de raison d'être depuis que les parlementaires se sont assagis aux seuls dépens des électeurs en devenant une caste majoritairement complice d'une constitution de plus en plus bancale, au fil d'une accumulation de privilèges et de copinages objectifs interpartis, devenus en tout point indécentes. Charles de Gaulle, en bon visionnaire qu'il était, voulait déjà faire l'économie de ce corps législatif redondant. Et, de fait, si l'on doit respecter et mettre en œuvre les principes de proportionnalité et de délégation, il ne fait plus aucun doute que la seule navette utile et suffisante s'établira plutôt entre les citoyens, via les communes et départements ou régions s'agissant de la France, et les parlementaires ou les délégués de l'Assemblée nationale, quelle que soit l'appellation officielle finale que l'on puisse leur trouver. Il n'est donc aucun besoin de deux assemblées politiques dès lors que la nouvelle assemblée se verra démocratiquement composée, et a fortiori contrôlée par le vote citoyen qui doit désormais conclure ses débats et valider son prévote. 7. Une démocratie systématiquement référendaire. En corrélation logique avec les principes de proportionnalité et de simple délégation sans pouvoir décisionnel final, le référendum est le seul moyen de garantir à chaque citoyen que sa parcelle de pouvoir politique légitime reste de bout en bout entre ses mains, en permettant de déconnecter définitivement les deux actes civiques pourtant distincts de l'élection et du vote, actes dont les natures en fait complémentaires sont malencontreusement et sournoisement amalgamées par le biais des élections pseudo-démocratiques. En régime de démocratie référendaire, chaque citoyen peut enfin élire sans crainte un représentant qui jamais ne pourra voter à sa place la décision finale, ce qui garantit à la majorité réelle du peuple tout entier de se voir respecté dans son bon droit, avec l'avantage sans précédent d'accepter et de valider en toute conscience chaque nouvelle décision politique d'envergure correspondant de fait à la volonté majoritaire. En symétrie face à ce droit individuel et collectif enfin respecté, s'impose le devoir minoritaire de respecter, également en toute conscience, une décision désormais irréfutable car légitime, quitte à continuer pacifiquement le débat sur un plan culturel, par la pédagogie et avec l'appui des médias publics et privés, dans la perspective tout aussi légitime de faire évoluer les mentalités, le cas échéant. À cette fin, deux options pratiques s'offrent à ces réflexions, en supposant donc la nécessité de valider les lois, modification de lois ou projets collectifs par un vote citoyen sur la base d'un rythme trimestriel ou semestriel, ce qui semble correspondre au tempo nécessaire à la rédaction de nouvelles mesures ou modifications pour interpréter dans les meilleures conditions une partition démocratique harmonieuse. La première option serait naturellement le référendum tel qu'on le connaît encore trop rarement, c'est-à-dire d'échelle nationale, avec la particularité de proposer toutes les décisions prévotées par l'Assemblée nationale durant le trimestre ou le semestre écoulé, chaque citoyen étant appelé, librement ou par obligation, à valider ou invalider chaque nouvelle mesure légale proposée en votant pour ou contre. La formulation de la loi serait traduite ou résumée dans un langage aussi clair et simple que possible, et toute loi plus complexe serait subdivisée en sous-mesures à validations indépendantes si nécessaire. Les débats d'opinion entretenus via les médias et autres réseaux sociaux devraient se voir utilement complétés par un commentaire de synthèse de l'Assemblée nationale concernant chaque loi ou projet, pour en résumer non seulement le besoin et le principe, mais encore les tenants et aboutissants en termes limpides et complets, de coûts estimés, de conséquences pratiques, d'avantages et autres inconvénients immédiats ou différés, afin d'officialiser les points de vue échangés par les députés ou représentants nationaux, ce qui permettra aux citoyens voteurs de se prononcer en pleine conscience, sur la base d'une information moins partisane ou moins partielle, au travers du prisme souvent déformant de la plupart des médias ou partis politiques. Cela encouragerait à coup sûr les citoyens à s'informer un minimum sur les opinions qui ne sont pas les leurs concernant chaque loi, pour mieux apprécier l'équilibrage final
négociée par les députés ou délégués lors de l'élaboration de cette dernière. Malheureusement, cette option idéale du référendum national périodique se heurte aussi à de réels obstacles qui la rendent quasiment utopique. Si ce genre de consultation nationale mérite d'être conservé comme possibilité et sécurité démocratique, voire facilité par l'initiative citoyenne, il faut bel et bien reconnaître ici que les conditions préalables impliquées par cette procédure, tout autant que les contraintes pratiques qu'elle impose par son déroulement, n'ont plus rien de réaliste dès lors qu'une régularité peu ou prou trimestrielle ou même semestrielle devrait être respectée. Le coût et l'ampleur organisationnelle d'un référendum d'échelle nationale, la lourde complexité du dépouillement des multiples questions en jeu, mais aussi l'implication volontaire et régulière du citoyen qu'une telle habitude sociale supposerait, sont autant d'obstacles difficilement surmontables. La mobilisation de telles énergies humaines et la fréquence soutenue que cela impliquerait décourageraient très vite la plupart des Français, dont le taux de participation est déjà loin d'être exemplaire, même si l'on peut sans aucun doute attribuer une bonne part de cette grève citoyenne récurrente au dégoût que suscite un système électoral jusqu'à présent injuste, car non démocratique. La seule seconde option possible est donc celle d'une démocratie référendaire par échantillon, par votation semi-référendaire, permettant à une assemblée citoyenne socio-économique statistiquement fiable de valider ou non le prévote de l'Assemblée nationale politique. Car, contrairement à celle du Sénat, l'existence d'un Conseil économique et social paraîtrait beaucoup plus intéressante dans son principe si cette Assemblée n'était pas conçue comme un placard honorifique offert en récompense à quelques privilégiés adoubés par les autorités au lieu d'être élus ou tirés au sort. En effet, il pourrait être tout à fait pertinent de concevoir, en complément de l'Assemblée nationale toujours élue, une assemblée citoyenne périodique avec de très nombreux participants à usage unique, servant donc d'étalon ou d'échantillon réellement représentatif, dont l'intérêt potentiel mérite ici toute notre réflexion. Ce pourrait être un vaste résumé démographique, statistiquement consistant et aussi fidèle que possible comme portrait exhaustif de la population tout entière, composé de citoyens adultes tirés au sort à l'occasion de chaque nouvelle session de validation trimestrielle ou semestrielle, et dont l'avantage serait alors d'économiser les dépenses et complications pratiques d'un référendum national systématique et trop fréquent, avec pour autant l'assurance que le résultat serait en tout point identique, voire qualitativement très supérieur, comme il sera vu plus tard. En réalité, dans la mesure où l'Assemblée nationale, devenue enfin totalement représentative par l'élection proportionnelle intégrale de ses représentants, s'avérera amplement suffisante pour élaborer des lois ou modifications de lois, ainsi que pour les prévoter, une telle assemblée citoyenne et semi-référendaire trimestrielle ou semestrielle rassemblerait un échantillon représentatif de l'ensemble des électeurs voteurs, en respectant toutes les proportions d'âge, de sexe, de milieu socio-professionnel, ainsi que d'environnement géographique, urbain ou rural, entre autres critères possibles. Pour chaque session trimestrielle ou semestrielle unique, des citoyens français aussi nombreux que possible seraient tirés au sort selon le même principe que pour un jury d'assises, informés préalablement des lois concernées par la période en cours, puis réunis simultanément en divers lieux strictement encadrés pour voter leur décision finale au nom de l'ensemble de la population adulte, sur la base de leur intime préférence et après lecture commune approfondie du commentaire de synthèse de la loi en question, et cela en complément des débats qu'ils auront pu développer sur une période préalable légale, via un site officiel approprié. Sur le plan le plus pratique, une telle consultation serait tout à fait réalisable, compte tenu des connaissances statistiques actuelles qui permettent de composer un échantillon réellement représentatif de la population française, pour peu que l'administration, les médias, comme les partis politiques, aient le droit de contrôler la transparence du tirage au sort. En effet, autant les sondages d'opinion s'avèrent trop souvent aléatoires et manipulables par la manière de poser les questions ou par les conditions pratiques de leur mise en œuvre, autant les statistiques factuelles d'âge, de sexe et de statut socio-économique sont fiables. Les outils actuels permettant même de réduire la marge d'erreur à un niveau négligeable avec moins d'1 millier de personnes concernées. Autant dire qu'en réunissant simultanément
En de multiples endroits du pays, des dizaines de milliers de citoyens voteurs adultes dans diverses salles publiques dûment aménagées pour l'occasion, avec l'apport technique d'un système de vote aussi simple et direct que celui des parlementaires, les validations ou invalidations des lois d'un trimestre pourront sans difficulté s'opérer en une journée, pour un coût total et une mobilisation quasiment comparable à l'organisation de quelque événement culturel ou autre compétition sportive, avec l'avantage d'un résultat instantané d'autant plus fiable qu'il aura toutes les chances d'être identique à la pré-votation des délégués de l'Assemblée nationale, dès lors que cette dernière sera également représentative du même peuple grâce au scrutin proportionnel. Quelle que soit son appellation définitive, du genre Assemblée citoyenne, Grand jury citoyen ou autre référendum partiel ou échantillonné, cet événement trimestriel ou semestriel donnera la même chance, le même privilège à tous les électeurs de France d'être sélectionnés pour voter la loi en situation sensiblement identique à celle d'un référendum national, tandis que le budget impliqué pour réunir ces citoyens voteurs sera sans aucune commune mesure avec les coûts de dysfonctionnement des actuels Sénats et Conseil économique, social et environnemental réunis, et ce, pour garantir un niveau de démocratie effective enfin apte à satisfaire la quasi-totalité de nos concitoyens. De plus, notons que le caractère unique et aléatoire de cette participation occasionnera une saine rotation permettant à terme à des centaines de milliers, puis à des millions de Français, de participer à égalité au bon fonctionnement de la démocratie, au fil des sessions qu'une nouvelle république digne de ce nom rendra habituelle, développant ainsi un vrai sens civique de responsabilité et supprimant d'autant la dramaturgie et la personnalisation excessive qui polluent systématiquement chaque référendum d'envergure nationale trop occasionnel. 8. Un gouvernement démocratique. En conséquence très logique de tout ce qui précède, le pouvoir exécutif, qui traditionnellement revient de droit au président ainsi qu'aux divers ministres de son gouvernement, changera inévitablement de nature en méritant pour la première fois son appellation. Jusqu'à présent, le dit pouvoir exécutif procède d'en haut à partir de la personne même du président et domine de facto le pouvoir législatif, grâce à une majorité parlementaire artificiellement assurée par le mode de scrutin non démocratique déjà décrit. On a également vu qu'à l'occasion, une majorité parlementaire opposée, devenue quasiment impossible depuis la synchronisation des élections, présidentielles et législatives, n'empêche pas le président de rester en place, tandis que l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent s'auto-équilibrer en cas de majorités internes opposées, autorisant un certain degré de contre-pouvoir qui peut même trouver ses partisans dans la population, bien que même dans ce cas, chacune des majorités en place soit très minoritaire sur l'ensemble des électeurs. Il n'empêche que dans l'actuelle Constitution, le vrai pouvoir est de nature présidentielle et gouvernementale, dictant son tempo et ses 4 volontés à une Assemblée nationale trop souvent tout acquise d'avance, grâce à une majorité technique en parfaite concordance avec les vues dudit président, ce qui montre que la soi-disant séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs n'est pour l'essentiel qu'une fiction de principe. La réalité prouve au contraire que l'agenda des parlementaires est dicté par l'Élysée et Matignon via les projets de loi, tandis que la plupart du temps, les seules propositions de loi, émanant donc de l'Assemblée, susceptibles d'aboutir à un vote favorable, sont le fait de la majorité présidentielle. Sachant par ailleurs que le pouvoir judiciaire a pour fonction de faire appliquer et respecter la loi et la Constitution, ce prétendu troisième pouvoir ne peut que dépendre aussi de l'exécutif, directement ou indirectement, ne serait-ce que par le jeu si subtil des nominations les plus cruciales, à l'instar du Conseil constitutionnel qui est censé chapeauter l'édifice pseudo-démocratique. À y regarder de plus près, cette usine à gaz institutionnelle a pour but essentiel d'éviter le risque d'abus de pouvoir d'un élément ou d'un autre de l'édifice national, en particulier pour le cas éventuel où un dictateur potentiel accéderait aux plus hautes fonctions, bien que l'on soit en droit de se demander quel degré de dictature est acceptable dès lors que la Constitution elle-même n'est pas démocratique. Disons pour résumer que la soft dictature d'une énarchie technocratique est le mode de fonctionnement par défaut de la démocratie, toute relative ici remise en cause,
et que la seule crainte de la grande bourgeoisie qui sponsorise et fournit les cadres de la nation serait l'élection accidentelle d'une forte personnalité indépendante en guise de président, surtout si cette personne avait la mauvaise idée de défendre l'intérêt majoritaire du peuple aux dépens des pouvoirs économiques et sociaux dominants. Force est donc de constater que la Constitution actuelle n'offre qu'un habillage pseudo-démocratique à la réalité toute différente d'une sorte d'oligarchie politique dont les castes, réseaux et lobbies bien fermés ont besoin d'interdire l'accès à toute personne non habilitée. Ainsi, spontanément mise en place et fermement verrouillée par les seuls intérêts communs de tous ceux qui dominent les sphères politiques, économiques et sociales, le système peut fonctionner en douceur et donner aux électeurs l'illusion d'un droit de vote réduit au devoir d'élire un politicien préalablement adoubé par les véritables surdominants, dans le sens de ceux qui précisément abusent de leur puissance bien au-delà de toute domination juste ou légitimement fondée. De plus, parce que ce pouvoir vient d'en haut, sans procéder de la seule souveraineté légitime du peuple, la mise en pratique de l'ensemble des fonctions exécutives, législatives et judiciaires est entachée de privilèges, frisant la corruption pour que chacun joue son rôle sans se plaindre et ferme les yeux sur sa propre conscience, dans une indifférence dès lors coupable vis-à-vis de la quasi-totalité des citoyens. Quand viendra la démocratie, à la demande expresse d'un peuple enfin conscient de ses droits politiques, le pouvoir exécutif ne pourra que s'exécuter, ne serait-ce que pour éviter d'être renversé par les excès d'une révolution. Après tout, sauf à être anglophone, sachant que le sens même du mot « exécuter » signifie accomplir une tâche en obéissant le plus souvent à quelques décideurs logiquement supérieurs, il est pour le moins paradoxal d'appeler « exécutif » le tandem habituel du président et de son gouvernement, sources illégitimes de tout pouvoir politique, s'imposant bon an mal an à tous, sans être aucunement majoritaire dans le pays concerné. En réalité, puisque l'on sait désormais que le pouvoir de décision doit démocratiquement revenir aux citoyens électeurs, enfin devenus également voteurs, l'exécutif portera bel et bien son nom, en ayant enfin pour principale responsabilité d'appliquer strictement la loi prévotée par le Parlement et confirmée par le vote semi-référendaire. Puisque la démocratie suppose d'inverser la vapeur depuis le début de ses réflexions, la construction logique que la vraie République autorise désormais en partant du socle des citoyens pour seulement se finaliser au sommet de l'édifice permet d'envisager carrément la quasi-suppression du gouvernement dans sa forme actuelle. De fait, on peut se poser la question légitime de l'utilité des nominations de ministres, qui trop souvent s'apparentent à des récompenses protocolaires associées à un statut grisant de fonctions honorifiques et de privilèges, incluant entre autres le scandale immoral de retraites injustifiées et autres avantages à vie, tandis que les barons, ainsi récompensés, se distraient en passant d'un ministère à l'autre sans aucun besoin de compétences particulières. Si l'on prend le temps d'observer l'histoire récente avec un minimum de recul, on comprend aussitôt que, potentiellement, une administration peut très bien fonctionner sans ministre en appliquant telle ou telle loi nouvelle, pour peu qu'elle soit réellement contrôlée par une commission parlementaire correspondante. À la place d'un ministre stratégiquement politique supposément choisi par le président sur proposition du Premier ministre, il serait beaucoup plus sain de faire contrôler l'exécution de la loi de façon collégiale par la commission parlementaire concernée, ou, à tout le moins, de demander à cette dernière de désigner une personne compétente sur la seule base de son expérience, si possible, en obligeant ce haut responsable à fonctionner d'une façon également collégiale avec les principaux cadres de l'administration concernée. Cette dernière précaution s'avère en effet très salutaire, car, sans doute par l'effet de l'érosion des consciences et des compétences au fil du temps, sans même parler de la fameuse loi de Peter, les hautes administrations trop centralisées sont devenues des pouvoirs autonomes, et la pérennité excessive de leurs principaux fonctionnaires a rendu ces derniers finalement plus puissants que leurs propres ministres de tutelle, au point d'empêcher parfois des réformes nécessaires, par simple inertie ou autre manœuvre dilatoire. C'est une question sur laquelle il nous faudra revenir. Mais force est de remarquer ici que la nomination collégiale des autorités administratives, sur la seule base de compétences démontrées par l'expérience, serait susceptible de remplacer très avantageusement la nomination de tant de ministres par un quelconque président,
tandis que la taille du gouvernement pourrait se réduire à sa plus simple expression, pour y gagner largement en efficacité. Il n'est pas sain qu'une fois arrivé au sommet d'une administration, un fonctionnaire, trop bien établi, donc souvent dépassé par l'évolution des besoins de la base, soit à ce point indéboulonnable. De même, il est malsain et honteusement ruineux de voir les gouvernements successifs enfler inutilement au point de devenir ingérables, comme en témoigne d'une part la cacophonie inintelligible des déclarations individuelles et si contradictoires de leurs ministres, et d'autre part l'incohérence collective si fréquente de leurs décisions. L'évolution proposée à ce stade des réflexions aurait en outre le mérite de démystifier la fonction ministérielle en transformant les ministres ou leurs équivalents en simples exécutants de la volonté majoritaire du peuple souverain, ainsi qu'en restreignant judicieusement leur train de vie et leur entourage aux proportions purement fonctionnelles de leurs homologues d'Europe du Nord, ce qui va de pair avec une rotation plus fréquente et plus transparente des directions hautement administratives, pour les raisons évoquées ci-dessus. Le degré d'hypercomplexité atteint par les structures exécutives françaises est à mettre en rapport direct avec l'inefficacité croissante de leur fonctionnement, y compris concernant les équipes de l'Élysée et de la présidence, confère affaire Benalla, ce qui illustre d'évidence la même tendance naturelle vers tant de formes de copinage, pantouflage et autres renvois d'ascenseur, en l'absence de limitations constitutionnelles, voire citoyennes, indispensables dans ce domaine. De la même façon, l'usage, et souvent l'abus d'usage, des palais nationaux et des privilèges associés à toutes les fonctions ministérielles représentent un gâchis et un coût de fonctionnement indigne d'une république du XXIe siècle, en recréant les conditions d'un apparat néo-monarchique propre à n'attirer que les plus ambitieux égaux pour contribuer d'autant à l'aggravation constante de leur dispendieuse mégalomanie. Au sein d'une authentique démocratie, l'autorité déléguée par la majorité populaire doit se passer de pompe, n'ayant plus aucun besoin d'impressionner le monde par les ors si désuets des palais d'autrefois, lesquels pourront être fort utilement reconvertis en nouveaux musées ou chèrement loués aux multimilliardaires et à leurs grandes entreprises du secteur privé, tandis que les hautes administrations, ainsi dégraissées de leurs atours inutiles et décentralisées au maximum, retrouveront toute l'efficacité perdue par leur déviance structurelle, en étant directement contrôlées par leurs commissions parlementaires respectives. Jusqu'à présent, les ministres sont censés être nommés afin de mettre en œuvre les réformes, projets ou politiques nouvelles décidées par le seul président sur la base de conseils, prodigués par d'obscurs cerveaux de l'ombre et autres cabinets privés, avec trop souvent le strict objectif de réduire le budget du ministère sans en avoir l'air, dans un périlleux exercice d'équilibriste vis-à-vis des médias et plus encore des partis d'opposition, ce qui favorise le double langage du mensonge et de la langue de bois et participe grandement de la déplorable réputation des politiciens professionnels. Dans le nouveau cadre d'un pouvoir inversé ou rééquilibré pour une authentique démocratie enfin mise à l'endroit, il serait plus simple, et donc plus efficace, de faire en sorte que la commission parlementaire concernée supervise directement les hauts responsables administratifs nommés par une nouvelle majorité, réelle cette fois, ne serait-ce qu'au travers d'une audition ou d'un compte-rendu périodique, afin d'éviter les emplois de facto fictifs que sont devenus tant de pseudo-fonctions ministérielles ou sous-ministérielles. Chaque commission pourrait donc remplacer plus efficacement nos ruineux ministres par des chargés de mission nommés pour une période précise et une tâche définie, sur la base des succès concrets et attestés de leur expérience passée, afin que ceux-ci mettent en œuvre par eux-mêmes toutes les solutions de progrès pratiques permettant d'améliorer l'efficacité du service public concerné, tout en économisant les impôts des citoyens, français en l'occurrence. Dans n'importe quel domaine public envisageable, en effet, de nombreux citoyens dits de la société civile, en prise directe avec la réalité la plus factuelle, font preuve d'un bon sens et d'une créativité dont s'avèrent souvent incapables les plus grands spécialistes et autres conseillers bardés de diplômes, lesquels ont pour principal mérite d'être surtout infiltrés dans les réseaux d'influence politique, économique ou culturelle. Le génie inventif des Français de province est trop souvent ignoré et snobé par les grands esprits de la capitale, alors qu'une société bien faite devrait spontanément repérer les inventions
découverte et expérience du terrain pour en faire profiter l'ensemble de la population dans les meilleurs délais possibles. Nous aurons à développer plus loin ce point crucial, pour le progrès plus encore que pour la croissance, mais il est nécessaire que la prochaine Constitution établisse les conditions de repérage et de prise en compte des meilleures idées, à plus forte raison dans la sphère publique, puisqu'il y va de l'intérêt général. Or, jusqu'à présent, la porosité de la frontière entre les intérêts publics et privés, encore favorisée par la verticalité descendante d'un pouvoir abusif et fondamentalement illégitime, empêche d'autant l'ascension des idées et propositions citoyennes vers le sommet de la pyramide décisionnelle. Et ce d'autant plus que les solutions proposées vont souvent à l'encontre des intérêts économiques et financiers qui flirtent si bien avec le pouvoir politique et en dictent de fait la conduite. Il suffit d'observer l'ambiguïté des nominations de conseillers, de comités d'experts ou même de certaines hautes autorités supposées être indépendantes, dès lors que les spécialistes sélectionnés tissent des liens étroits avec les industries concernées par leur objet, tandis que les grands serviteurs de l'État sont débauchés par des lobbies et des multinationales ainsi rendus capables d'infester le pouvoir politique. La complexification délibérée de nombre de procédures, normes et autres expertises n'a pour but que de noyer le poisson pour ceux qui n'ont pas les clés d'accès au système en place, tout en assurant de nombreuses fonctions pantouflardes cumulées par les mêmes profiteurs au prix d'un enfumage aussi obscur que ruineux. Aux antipodes de cette opacité, délibérément entretenue par une complicité d'intérêts caractéristique d'une fausse démocratie dénoncée par trop peu de journaux, la Constitution républicaine de l'avenir devra donc encadrer les conditions pratiques du repérage de toute innovation ou suggestion utile pour le service public, et permettre à la commission parlementaire concernée de nommer en tant que chargés de mission les innovateurs de la société civile ayant déjà amplement fait leurs preuves dans chaque domaine requis, avec l'objectif et les moyens concrets de généraliser leurs solutions pour le plus grand bien de la communauté nationale. Ainsi, au lieu de subir les décisions souvent contradictoires de ministres politiques entourés de conseillers trop rarement indépendants et toujours plus éloignés du terrain, les néo-administrés profiteront d'un personnel beaucoup moins nombreux, beaucoup plus désintéressé et en prise directe avec leurs besoins quotidiens. Cette révolution qualitative du pouvoir exécutif sera le résultat direct de l'inversion nécessaire du flux démocratique pour une logique d'initiative allant désormais principalement du bas vers le haut, tant il est vrai qu'on ne construit pas le moindre édifice en commençant par le sommet. C'est pourquoi une réflexion beaucoup plus approfondie sur la présidence de la République devra constituer, à son heure, l'étape finale de cette recherche d'équilibre démocratique, suite à l'ébauche réflexive que représente le chapitre qui se termine ici, tandis que, s'agissant de la France en Europe et compte tenu d'une actualité électorale révélatrice de tous les enjeux déjà effleurés, une parenthèse internationale s'impose en offrant l'occasion, à travers le cas français, d'observer les ambiguïtés politiques pseudo-démocratiques telles que celles-ci se voient exportées aux dépens de la souveraineté des peuples concernés. Février 2019.